Tout d'abord, je tiens à remercier mes pairs de m'avoir permis de donner cette introduction, on va dire, simplement parce que l'histoire est sans fin. En ce qui concerne la chirurgie éveillée pour les patients qui sont porteurs de tumeurs cérébrales, effectivement, c'est une histoire qui a commencé il y a plusieurs décennies et qui est véritablement intégrée puisqu'elle ne parle pas que de chirurgie ou de neurochirurgie, mais aussi de cancérologie, mais également de neurosciences. Je refais le partage pour ceux qui sont au webinaire. Merci. Mais du coup, ça va... Je vais tout mettre en plein écran. Voilà, c'est bon. Merci. Je pourrais associer également de la neuropathologie puisque j'ai la chance d'avoir ma consoeur, le professeur Valérie Rigaud, juste face à moi. Mais j'aurais pu également parler des neuroanatomistes puisque j'ai la chance ici de me retrouver dans une école où les premières dissections du faisceau pyramidal pour le mouvement ont été faites par le professeur Vieux-Sens, mais également l'électrophysiologie. Donc, vous voyez que déjà l'introduction est sans fin. Par contre, il y a une chose qui était véritablement finie, c'est ce qu'on nous a enseigné pendant des décennies, pour ne pas dire plus d'un siècle à l'université, à savoir que le cerveau était censé fonctionner aussi simplement que ce que vous voyez là, avoir une zone qui correspond à une fonction, ce qu'on appelle le localisationnisme, et en l'occurrence, pour le langage, une zone qu'on appelle la région de Broca qui sert à parler. Et une fois qu'on avait compris ça, on avait tout compris. Et fort heureusement, tout ceci est complètement faux. Et j'ai eu la chance de le dire il y a 2 jours à la Société française de neurologie. Je suis toujours vivant, ce qui montre que les choses évoluent dans le sens où tout est parti de l'observation, un peu comme le professeur Van de Peer, à savoir des patients porteurs de tumeurs cérébrales. Et là, je vais faire un tout petit aparté. Il y a 2 types de tumeurs cérébrales, certaines qui viennent d'ailleurs, d'un cancer du poumon par exemple, les métastases, et il y a les tumeurs qui viennent du cerveau lui-même et on ne sait pas d'où elles viennent. Et là-dedans, il y a également dans ce sous-groupe 2 sous-parties, l'une qui est vraiment très méchante qu'on appelle le glioblastome, et en 1 à 2 ans, on est décédé malheureusement, même aujourd'hui, après 30 ans de travaux acharnés dans le domaine, et l'autre qu'on appelle le gliome de Bagrade, sous-entendu de Bagrade de malignité, qui a l'air d'être gentil, mais qui en fait va quand même se transformer en glioblastome et va finir par mettre en jeu le pronostic fonctionnel puis vital du patient, en général jeune, entre 20 et 40 ans. Et vous pouvez voir que quand j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans, les médianes de survie dans cette tumeur qui était considérée alors comme étant bénigne, à tort bien sûr, étaient de 6 à 7 ans. Et c'est là où il y a eu le déclic des patients porteurs de ce type de tumeur. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre que ça infiltre vraiment une portion majeure de l'hémisphère cérébral, ont pourtant une vie globalement active. Et s'il n'y avait pas eu la crise d'épilepsie, qui est le signal d'alarme du cerveau en disant « j'arrive plus à compenser », alors on n'aurait pas fait l'IRM. Et là, je me suis dit que le modèle devait être faux. Sinon, ces patients face à moi auraient dû être aphasiques ou hémiplégiques dans l'impossibilité de parler ou de bouger. Donc, il fallait que le modèle devienne plus dynamique, à l'instar de l'organe que j'avais la chance d'avoir face à moi en qualité de neurochirurgien, à savoir le cerveau qui fonctionnait en réseau. Et à ce moment-là, tout est devenu presque une évidence de... Le cerveau est en train de changer en permanence. C'est une succession d'états d'équilibre entre plusieurs réseaux, même constitués de sous-réseaux. Et à partir de là, il a été possible donc d'envisager de faire les lobectomies que vous voyez cette fois-ci, non pas au niveau d'un organe tel que le poumon ou le sein, mais du cerveau lui-même chez des patients qui ont mené une vie véritablement active, y compris sur le plan du travail et avec l'espérance de vie que je vais vous présenter maintenant. Tout ceci est parti également du fait qu'en tant que neurochirurgien, on avait la chance de pouvoir utiliser l'imagerie dont on vient de parler, qui s'est développée véritablement ces 20 dernières années. D'ailleurs, j'ai fait une thèse de sciences dans ce domaine d'imagerie fonctionnelle qui a ouvert la porte à ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences cognitives, dont vous entendez parler quasiment tous les jours dans les journaux. Et en parallèle également, avoir une connexion directe au cerveau du patient porteur de cette tumeur à l'instant T. Et la solution, là aussi, s'est imposée comme étant évidente. Nous avions tous un cerveau différent, et c'est pour ça qu'un modèle ne pouvait pas résumer l'anatomie fonctionnelle du système nerveux central. Donc, il est devenu aussi évident qu'il fallait s'adapter au cerveau de ce patient et que l'imagerie, malheureusement, et c'est pour ça que je me suis permis de rappeler que j'étais
docteur en sciences dans ce domaine, je vais en dire du mal, ce sont des biostatistiques. Donc, à l'échelon individuel, ça ne fonctionne pas. Et si on veut être quasiment certain, puisqu'il faut savoir humilité et garder en médecine à 99%, de savoir vraiment ce qu'on fait, de le contrôler, de le maîtriser à l'échelon individuel, vu que nous sommes tous différents, l'imagerie ne suffit pas. Donc, nous avons réveillé les patients en sachant que ça, c'était pas nouveau et qu'il y a eu un grand monsieur qui s'appelle le professeur Penfield à Montréal, il y a à peu près 80 ans, qui a commencé à réveiller les patients de lésions cérébrales, mais parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'anesthésie. Ça n'a pas été un choix et surtout que ça a été ensuite apporté dans la chirurgie de l'épilepsie il y a à peu près une quarantaine d'années par un autre grand monsieur, le professeur Hodgman, et j'ai eu la chance d'être formé par George Hodgman il y a maintenant un peu plus de 25 ans à Seattle. Et simplement, j'ai appliqué ce qui était une technique au début et qui est devenue une source d'inspiration en ce qui concerne le fonctionnement du cerveau dans l'oncologie, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres utilités possibles. Et le principe est simple, le cerveau n'a pas de récepteur à la douleur puisque autant la peau est là pour nous dire « attention, je vais me faire mal », le cerveau, il n'était pas prévu, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, qu'on ouvre la boîte crânienne qui enveloppe complètement et protège cet organe plus que noble à mes yeux, mais là, il y a un biais bien entendu. Et du coup, on a dit, puisque le cerveau, ce sont des réseaux jusqu'à preuve du contraire, que c'est de la biochimie et de l'électricité, on va faire des stimulations électriques qui vont être à l'origine d'une interruption transitoire, d'une désynchronisation, d'une déconnexion d'un réseau où transitoirement, le patient ne va plus réussir à bouger ou à parler. Et là, vous avez créé une lésion virtuelle transitoire qui vous dit qu'est-ce qui se passerait si j'enlevais cette partie du cerveau infiltrée par une maladie chronique, en l'occurrence tumorale. Donc, on fait un véritable bilan neurocognitif sur la table opératoire et vous voyez que c'est vraiment une aventure scientifique, technique et humaine, dans le sens où le patient est vraiment au centre de nos préoccupations, puisque si le patient ne nous aide pas, on ne peut pas opérer. On peut faire une simple biopsie puisqu'on ne veut pas créer de séquelles, bien entendu. En général, ces patients, comme je l'ai dit au tout début, vont bien. Et donc, on a véritablement changé complètement le paradigme en disant on ne va pas enlever une masse tumorale qui n'existe pas dans le cerveau. Ça, c'est la métastase qui vient d'ailleurs, qui se développe et qui refoule le cerveau en faisant une boule. On enlève une partie du cerveau, donc on va le faire dans des limites fonctionnelles. Et comme nous avons tous un cerveau différent, adapté à la cartographie individuelle, au bloc opératoire chez les patients éveillés. Et du coup, on a dû redéfinir ce que veut dire la qualité de vie, puisque quand j'ai commencé, en gros, on était à peu près content il y a 25 ans si les patients, honnêtement, dont les gliomes étaient toujours vivants en post-opératoire. Puis après, on a été très content quand les patients n'étaient pas hémiplégiques, aphasiques. Et puis après, on a été très content quand ils ont conservé leur fonction cognitive et qu'ils sont revenus au travail. Et ensuite, on s'est quand même posé la question de fond, est-ce que l'être humain, c'est pas avant toute chose de l'émotion, du comportement, de la personnalité? Et est-ce que le reste, ce ne sont pas que des fonctions exécutives, des outils? Et on peut tester tous ces outils au bloc opératoire. Vous êtes mathématicien, calcul, vous êtes danseur, la cognition spatiale, vous repérez dans l'environnement. Je ne vais pas détailler tout ce qui est la qualité de vie. Et simplement, on a dit, on va demander à un patient, à un instant T, de faire plusieurs choses en même temps, et notamment donc de bouger, de parler, de nous démontrer, de se démontrer lui-même qu'il est toujours capable de comprendre, mais avant toute chose, de tester donc l'émotion et de reconnaître les émotions exprimées face à soi, notamment à travers le regard. Il faut croire que là, pour le coup, le Covid avec le masque a été une excellente rééducation de l'empathie, dans le sens où normalement on est capable de percevoir les émotions d'autrui, mais également d'en inférer les intentions. C'est la base de ce qu'on appelle la cognition sociale. Et il peut être très impressionnant au bloc opératoire, en tout cas à mes yeux, non pas tant de bloquer l'articulation telle que je l'ai mimée tout à l'heure, puisque finalement c'est une entrée-sortie, on comprend à peu près le principe du mouvement, du contrôle de mouvement, ça devient un peu plus complexe si on joue un concerto de Rachmaninov, c'est pas ne pas être hémiplégique, là ça devient plus intéressant. Mais si on rajoute l'émotion en plus pour savoir si on a entendu un virtuose ou un musicien, alors il va falloir qu'on puisse s'auto-évaluer également.
Et on demande au bloc, donc, pendant qu'on est en train de faire cette simulation et qu'on enlève le cerveau infiltré par la tumeur, s'il est capable de reconnaître joie, tristesse, mais de s'auto-évaluer et de dire 1, j'en sais rien, 6, je suis sûr. Et ce qui met vraiment mal à l'aise, c'est quand le patient donne une fausse réponse et dit « je suis certain ». C'est ce qu'on appelle l'anosognosie, l'incapacité de s'apercevoir que on ne sait plus ce que l'on sait. Ou qu'on sait ce qu'on ne sait plus, c'est la métacognition, et je n'insisterai pas. Tout ceci pour dire que c'est infini et qu'on a élaboré donc de nouveaux modèles de cognition et de métacognition, savoir ce que l'on sait. Et ça fait la différence par rapport à l'animal. Ça veut dire que ça nous permet de nous projeter dans les 20 ans qui viennent. Au-delà, j'avoue que même à mon âge, j'ai un peu de mal à savoir exactement ce que j'ai envie de faire au-delà de 20 ans de plus. Je me suis livré régulièrement à cet exercice, mais il se trouve que c'est à peu près la durée pour l'instant de vie que l'on a donnée à ces patients qui, vous vous souvenez, vivaient 5 à 6 ans et maintenant ils ont une génération. Donc vous avez quand même le temps de savoir si vous voulez des enfants malgré votre maladie chronique et malgré l'issue qui sera malheureusement fatale parce qu'on n'est pas encore capable de guérir, ou d'acheter une maison, ou de progresser dans votre travail ou ce que vous souhaitez. Donc, justement, qu'est-ce que l'on veut vraiment? Et là, on ne peut plus tricher parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on participe à sa propre rémission qui ne sera que transitoire. Et c'est là où le cerveau nous a enseigné, basé sur l'observation, à mon avis, ce qui est le plus magique et qui va très très loin par rapport à ce qu'on nous avait, nous, enseigné au tout début, c'est que comme les tumeurs reviennent, comme on va réopérer pour essayer de se donner à nouveau une chance de les enlever, mais sans nuire à la fonction, comme on va enlever un peu plus de cerveau, c'est possible parce qu'entre-temps, la carte du cerveau chez le même patient s'est modifiée 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Et maintenant, je commence à opérer des patients 3 à 4 fois au bout de 15 ans, parce qu'ils ont continué à mener une vie active, que la tumeur est revenue, et à chaque fois, la carte se modifie. Donc ce n'est plus, nous avons tous un cerveau différent, c'est que notre cerveau se modifie au fur et à mesure du temps, de notre apprentissage, de notre vieillissement, mais aussi en réaction par rapport à certaines lésions cérébrales, en l'occurrence tumeurs, qui fait que la survie est donc maintenant entre 18 et 19 ans, basée sur 1200 chirurgies donc avec patients éveillés. Ça veut dire que dans les gliomes de Bagrade, c'est l'expérience chirurgicale la plus importante au monde à l'heure actuelle pour des patients qui viennent des 5 continents. J'opérerai un Indien la semaine prochaine, qui est d'ailleurs en quarantaine à l'heure actuelle. Et non seulement non plus avec un risque vital à la clé, même si tout est toujours possible, c'est vraiment le ciel qui tomberait sur la tête, ça ne nous est pas arrivé depuis 15 ans, un risque minime d'aphasie hémiplégie, mais plus encore 95% de retour au travail. Et d'ailleurs, certains n'ont pas repris le travail pour des raisons médico-légales. Je pense notamment à 2 pilotes de ligne qui vont parfaitement bien, qui n'ont aucun symptôme. Et pour des raisons que je vous laisse imaginer, il a été décidé par les instances qu'ils n'avaient plus le droit de piloter. Série prospective de finalement, ce qu'on a fait également, c'est mettre certains concepts de cancérologie dans le domaine de la neuro-oncologie, à savoir, tout le monde a compris de nos jours que si on enlève un sein parce qu'un nodule est apparu, on a toutes les chances de pouvoir guérir. Donc, enlevons plus. Et c'est ce qu'on a fait dans le cerveau, donc le principe de la supratotale ablation au-delà de ce que l'on peut voir sur l'imagerie, qui n'est pas la réalité. Et comment on peut se le permettre? En justement se basant sur les limites fonctionnelles et ces mécanismes de neuroplasticité. Tous les patients sont rééduqués en post-opératoire. On arrive à des choses magiques où finalement ils allaient bien avant, mais si on fait un bilan cognitif, j'étais pas parfait, il l'avait mis sur le compte du vieillissement, par exemple, la crise de la quarantaine. Finalement, on enlève la région dite de Broca pour continuer à lui tordre le cou, c'est évidemment un symbole. Et finalement, on les rééduque en post-opératoire parce qu'on a maintenu leur réseau et finalement, il vaut mieux d'un point de vue des scores 6 mois plus tard par rapport à au premier bilan avant même l'intervention. Donc, on en arrive, vous êtes en train de nous dire que vous faites une lobectomie chez un patient qui va bien, il va mieux après. La réponse est oui, parce que le cerveau est véritablement magique. Et que si on prend ces limites-là, parce qu'il a quand même des limitations, le squelette du cerveau, le cerveau minimal commun, que j'aime bien appeler, et malheureusement c'est
au-delà de ça qu'on ne peut pas aller, sinon on va créer des séquelles, alors dans les exercices supratotales, pour l'instant, je touche du bois, avec 20 ans de recul, le taux de décès est de 0. Et le taux de transformation maligne est de 0. C'est pour ça qu'on a même présenté il y a 4 ans devant l'Académie nationale de médecine, avec mon collègue, le docteur Thaïlandier, qui est neuro-oncologue à Nancy, le principe d'un dépistage. Pourquoi pas? Il suffit d'une simple séquence flair sans injection de produits de contraste. Ça prend 30, je vais dire 2 minutes, certes l'installation, etc. Mais on peut en arriver à faire une découverte intentionnelle, et certains patients l'ont fait. Je vais me marier, mon père est décédé d'un glioblastome, mais je voudrais être sûr que je vais pouvoir construire quand même une vie. Faites-moi une IRM parce que j'ai peur de trouver quelque chose. Et si la réponse est oui, vous me l'enlèverez. Et c'est exactement ce qu'on a fait chez certains patients dorénavant. Et en parallèle, on a continué à élaborer ces fameux modèles, notamment les interactions entre les réseaux, mais aussi entre les deux hémisphères. J'ai jamais compris ce que voulait dire un hémisphère dominant, ce qu'on enseigne encore à l'université de nos jours partout dans le monde, versus un hémisphère non dominant. J'ai besoin des deux quand j'opère et j'ai besoin des deux quand je vous fais cette présentation. Et à partir de là, on en est arrivé à proposer le principe un petit peu plus récent de méta-réseau, réseau de réseau. On aime bien tout ce qui est méta, comme vous le voyez, mais parce qu'on essaie de trouver des terminologies pour dire, en gros, ça nous dépasse. Donc, on met juste le doigt dans quelque chose d'infini. Et c'est cette succession d'états d'équilibre qui vont permettre le comportement. On a l'habitude de dire, je ne sais pas pourquoi, on va utiliser 2 ou 3% de son cerveau. Oui, si on regarde un mauvais téléfilm en train de manger du popcorn, on ne va pas utiliser beaucoup de ces réseaux. Mais d'un seul coup, il va y avoir une alarme, et je prends volontairement un exemple non langagier, et vous allez dire, c'est l'alarme incendie. Est-ce qu'il y a le feu? Vous allez avoir une réaction neurovégétative. Malgré vous, vous allez essayer de la coordonner, de la concentrer, et vous allez essayer de planifier. Est-ce que je téléphone au pompier? Est-ce que je vais voir quand même déjà si ce serait pas un dysfonctionnement de l'alarme, etc., etc. Et donc, les comportements de chacun vont être totalement différents en fonction de... À un instant T, il y aura une combinaison de réseaux pour résoudre une problématique, c'est le comportement adapté. Et vous allez l'encoder définitivement si votre maison a brûlé en mémoire autobiographique, parce que jamais vous oublierez ce jour-là, où c'était l'alarme qui dysfonctionnait, vous l'arrêtez, vous remettez devant le téléfilm, et 30 secondes plus tard, vous avez oublié, vous réutilisez 3% de votre cerveau. Donc, c'est en permanence remis en question. Juste pour conclure, l'école de Montpellier, plus de 600 centres qui sont venus se former dans la moitié de la France, plus de 60 pays différents, dont les États-Unis, le Japon, et ils adorent l'école montpelliéraine et notamment le lieu, puisque pour attirer également des collègues qui restent parfois avec leur famille pour faire un fellow de Tokyo, il faut avoir de bons arguments et pas que l'hôpital. Et dans des domaines différents évidemment, et on revient à la diapositive du début, à savoir c'est pas que des neurochirurgiens, mais des neuro-oncologues, des neuropsychologues, des neuroanatomistes, etc. Et de nombreuses collaborations. Pas plus tard qu'il y a un mois, on a pu publier ce qui va devenir, on va dire, probablement de l'atlas de référence sur la chirurgie éveillée avec nos grands frères d'un côté de San Francisco et de l'autre de Shanghai. Donc, pour conclure, si on fait des synapses, je pense qu'on a plus de chances de potentialiser les réseaux que si on est trop monothématique. C'est, on va dire, une parabole par rapport à ce que j'ai appris du cerveau ces dernières décennies. Et c'est bien pour ça qu'on nous parle souvent de faire des liens, mais j'avoue qu'en ayant justement eu la chance et la malchance en simultané d'être invité dans différents congrès de différentes spécialités et pas que médicales, telles que neuroscientifiques par exemple, vous pouvez quand même ressentir qu'il y a encore le mur au beau milieu et qu'il est rare qu'il y ait un discours commun. Il y a une vision qui irait vers « il faut qu'on travaille ensemble », mais d'abord, il faut qu'on arrive à avoir un décodeur. Et pour ça, je ne peux qu'inviter les plus jeunes qui pourraient être ici ou nous regarder, d'avoir un background multimodal dès le début. On ne fonctionne pas en serial, on fonctionne en parallèle. Et c'est pour ça que malgré toutes les conférences que j'ai pu donner, je continuerai à avoir un mauvais anglais parce que je l'ai appris trop tard et que ma plasticité a atteint la limite. Donc, pour conclure, ce que j'ai appris également d'un point de vue humain, c'est que les patients venant des 5 continents, on a dû s'adapter, ça va de soi, au langage, je viens d'en parler, mais aussi à la culture, mais aussi parfois même aux croyances, et que
On a tous un cerveau minimal commun qui nous dit « je suis capable de plus si j'ai la motivation ». Et il se trouve qu'à avoir une tumeur au cerveau, il semblerait que ce soit une motivation plus qu'humaine, le dépassement de soi, puisqu'au bloc opératoire, sans eux, on ne peut pas travailler. Mais qu'après, ils font la rééducation, et qu'après, ils reviennent à une vie active. Et finalement, je suis devenu un véritable médecin traitant, puisque je commence à avoir des patients qui ont plus de 20 ans et ils n'avaient pas d'enfants au début, puis maintenant ils en ont. Je les ai vus grandir au fur et à mesure. Je continue à les voir tous les ans. Et d'ailleurs, pas mal d'enfants, pour une raison étonnante, sont en train de faire des études en médecine à l'heure actuelle, ce qui montre qu'il doit y avoir de l'épigénétique en plus de la génétique, mais aussi cette motivation qui me fait tout le temps penser pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une tumeur au cerveau ou l'équivalent pour donner le meilleur de soi-même. Je vous remercie.